Voilà 30 ans et pour commémorer la rafle du Veldiv de juillet 1942, Jacques Chirac prononçait donc l'un des discours les plus marquants de la Ve République. Ce documentaire exclusif écrit par l'historienne Dominique Missika et réalisé par Caroline Dussin et Thomas Riby vient, vous venez de le voir, d'en retracer la genèse mais aussi le contexte historique et politique qui l'ont porté. De quoi s'interroger plus au-delà maintenant sur ce plateau de débat doc en compagnie de nos invités sur l'impact et les débats suscités par les discours mémoriels que choisissent un jour de porter les chefs d'État. Sébastien Ledoux est tout d'abord avec nous. Bienvenue à vous, Sébastien Ledoux. Vous êtes historien et spécialiste des questions mémorielles, en particulier concernant la Shoah, la guerre d'Algérie et l'esclavage. Votre dernier ouvrage s'intitule « Vichy était-il la France ?» Le Veldiv et sa mémoire, publié chez Jean-Claude Lattès. Annette Viviorca est également avec nous. Bienvenue à vous. Merci de votre fidélité, j'en profite. Vous êtes historienne, directrice de recherche honoraire au CNRS et vice-présidente du Conseil supérieur des archives. Vous êtes une spécialiste de l'histoire des Juifs au XXe siècle et votre dernier livre a lui pour titre « Déportation et génocide entre la mémoire et l'oubli », ouvrage publié aux éditions Plon. C'est une réédition d'une thèse que vous aviez publiée en 1992, qui a été d'abord republiée en poche, mais là, nous retrouvons une édition grand format avec cet ouvrage. Et puis enfin, Vincent Duclerc est avec nous. Bienvenue à vous aussi, Vincent Duclerc. Vous êtes également historien, spécialiste des sociétés démocratiques et de l'histoire des génocides. De 2016 à 2018, vous avez présidé la mission d'études en France sur la recherche et l'enseignement des génocides. Puis de 2019 à 2020, vous avez présidé la commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsis. Vous avez publié ce livre, La France face au génocide des Tutsis, chez Talandier, et votre dernier ouvrage s'intitule Arménie, un génocide et la justice. Et cet ouvrage est lui disponible aux éditions Belles Lettres. Après ce film que nous avons regardé ensemble pour se remémorer ce qu'a été ce discours réellement historique, 30 ans après, nous sommes 30 ans après. On va revenir tout d'abord sur la doxa évoquée par Christine Albanel, qui était la plume de Jacques Chirac à l'époque. Et cette doxa, elle pourrait se résumer ainsi dans la formule qu'a eu le général de Gaulle à propos du régime de Vichy. Il considérait que ce régime était, je cite, nul et non avenu. Autrement dit, le régime de Vichy, pour lui, à ses yeux, n'était pas la France. Et cette doxa a duré, on l'a vu, jusqu'à ce fameux discours de Jacques Chirac. C'était là qu'était le problème. Alors oui, enfin, on est effectivement au sortir de la guerre 39-45 avec une sorte de fiction historico-politique, donc avec ce Vichy nul et non avenu, puisque Vichy était aussi un régime finalement légal, donc on n'est pas face à un coup d'État par exemple. Qui s'appelait l'État français d'ailleurs, ce régime. Oui, tout à fait, qui s'appelait l'État français. C'était plus la République française, il ne faut jamais l'oublier. Oui, tout à fait. Et là, en 44-45, en fait, on a un récit, ce qu'on appelle un récit national, donc une façon d'écrire l'histoire de cette guerre qui repose sur la France victorieuse combattante, la France résistante. Et donc à partir de là, et donc jusqu'en 95, on a un récit officiel qui est vraiment centré autour de cette dimension d'une France victorieuse, d'une France résistante, ce que par exemple Henri Rousseau a appelé le mythe résistentialiste, donc avec un discours qui porte la France comme un pays victorieux parce que résistant. Donc ça c'était fondamental, et donc effectivement un discours qui a mis entre parenthèses donc Vichy et le régime de Vichy. Donc ni De Gaulle, ni Pompidou, ni Valéry Giscard d'Estaing, ni Mitterrand. François Mitterrand, on a vu en 92, a été tout de même le premier chef d'État à se rendre à cette fameuse commémoration du 16 juillet. Oui, et il fait quelques mois plus tard, d'ailleurs, sous la pression, je dirais, de certains militants comme Serge Klarsfeld, on en a parlé dans le documentaire, mais aussi de parlementaires. Jean Le Garrec initie par voie parlementaire, en fait. C'était député socialiste du Nord, Jean Le Garrec. Exactement, et donc qui était tout à fait choqué, en fait, de ce qui s'était passé et du silence de Mitterrand, initie une proposition de loi pour, justement, mettre en place une journée de commémoration. Mitterrand décide, sous cette pression-là, de faire un décret, quelques mois plus tard, on est le 3 février 93,
pour instaurer une journée nationale. Et ça, c'est déjà assez important d'ailleurs, hein, dans le récit de la France, pour instaurer une journée nationale autour de justement du Veldiv et au nom du crime, en tout cas la lutte contre le racisme. Voilà. Et on apprend aussi dans ce documentaire que l'année suivante, il arrêtera de déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de Philippe Pétain. Lorsqu'on parle d'un discours historique, parfois le mot historique aujourd'hui utilisé un peu à tort, à travers, c'est vraiment le cas concernant ce discours. Il en a prononcé d'autres d'ailleurs, des discours mémoriels, Jacques Chirac. Le discours est historique, c'est un discours magnifique, et c'est un discours aussi qui est d'une grande justesse, puisqu'il ne rend pas Vichy responsable du génocide, mais il dit que l'État français a secondé la folie criminelle nazie. Parce que moi, j'ai le sentiment qu'il s'installe un autre discours qui serait que Auschwitz, ce serait de la responsabilité de Vichy, pour aller très vite. Alors, je crois quand même que si on veut comprendre le discours de Jacques Chirac, il faut quand même comprendre ce qui se passe avant. C'est-à-dire que ce n'est pas brusquement un président de la République qui va tenir un discours historique. Il y a eu 20 ans de débats, de polémiques. À partir de la fin des années 70, ces questions-là sont en permanence dans la vie politique, l'objet de polémiques entre le détail de Le Pen, entre la polémique sur le fait que la télévision, le RTF a refusé de passer Le Chagrin et la Pitié. Donc on ne peut pas dire que ce soit absent. Moi, je me souviens de la Marche du siècle de 1992 avec Cavada, qui était aussi sur le Veldiv. Donc en fait, on a les historiens, on a l'opinion publique, on a les descendants des victimes. On a les témoignages. C'est une autre génération, on a les témoignages abondants. On a déjà une histoire qui est écrite. C'est-à-dire l'histoire de la rafle du Veldiv, elle est écrite déjà en 95, même si après on peut toujours faire des petites retouches. Donc finalement, c'est un discours qui prend acte aussi d'une opinion publique et qui est un discours qui veut aussi calmer l'opinion publique en reconnaissant ce que les autres n'ont pas reconnu. Maintenant, je voudrais juste dire quelque chose, c'est qu'on change de génération. C'est-à-dire que Jacques Chirac est le premier président de la République qui n'ait pas été adulte pendant la période de Vichy. Il était encore en culotte courte. Donc, son histoire n'est pas mêlée à celle de l'occupation. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que, c'est pas tout à fait dit dans ce documentaire, c'est que François Hollande, Emmanuel Macron vont s'inscrire dans la droite ligne de ce discours de Jacques Chirac. Plus personne ne sortira de ce discours de Chirac par la suite du côté des chefs d'État français. Alors, vous voulez vous dire à la fois en termes de modèle ou non, simplement... sur cette fameuse reconnaissance de la responsabilité là, on est absolument d'accord. Hein, de la France dans la déportation et l'extermination des Juifs. Moi, je rejoins Viorca, c'est un discours magnifique, hein, parce que c'est un discours aussi qui, à la fois, effectivement, tient compte absolument de l'évolution, des progrès historiques, de la société civile, et puis dit la vérité. Et en fait, c'est très intéressant, c'est un discours qui grandit. Oui, c'est-à-dire, effectivement, il y a un accablement sur la responsabilité de Vichy, qui est quand même, il faut bien le rappeler, la responsabilité de tous les cas, de tous les fonctionnaires de la Troisième République. C'est-à-dire que si Vichy, c'est la France, c'est parce que, au fond, mis à part les Français considérés comme juifs qui ont été exclus de la fonction publique, sinon c'est la fonction publique de la Troisième République qui se retrouve à Vichy. Hein, c'est René Bousquet qui est un préfet, comme Jean Moulin était un préfet. Simplement, Jean Moulin fait un choix différent de celui de René Bousquet. Donc, celui de Jean Moulin est plus exceptionnel que celui de Bousquet. Ben oui, bien sûr. Ben oui. Donc c'est ça, effectivement, l'important. C'est que jusque-là, on disait, effectivement, voilà, Vichy, c'est quelque chose qui est séparé, effectivement, de l'État. Mais c'est l'État qui, effectivement, a secondé la folie criminelle de l'occupant. Et c'est pour ça que c'est très important. Et en fait, ce qui est assez extraordinaire, et on peut le dire, parce que aussi c'est très travaillé, parce qu'il y a effectivement une préparation, que ce discours est aussi très littéraire, philosophique, sur la dimension humaine, c'est qu'effectivement, eh bien, il amène, je veux dire, il grandit, en fait. Vous voyez, on n'est pas du tout dans la repentance. Là, on y reviendra certainement. D'ailleurs, on va voir un tout petit extrait sur le décryptage de ce discours. Il y a une organisation du texte, il y a un rythme, il y a une force dans les mots choisis. Oui, la folie criminelle de l'occupant
a été, chacun le sait, secondé par des Français, secondé par l'État français. Oui, la folie criminelle. Le fait d'utiliser le oui, c'est une façon de dire je tranche le débat. C'est-à-dire je reconnais. Voilà, on va clore cette période parce que Jacques Chirac a aussi conscience que c'est un sujet qui divise les Français. La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. On va clore une période, mais on va en ouvrir une autre. Oui, une période mémorielle. Tout à fait. Alors, juste pour revenir quand même, je pense que c'est important de signaler que Jacques Chirac, en 1986, commémore le Veldiv avec un discours. On n'en parle pas souvent, mais en fait, il est maire de Paris, il est Premier ministre à ce moment-là, et déjà, il s'engage dans un discours qui est alors un petit peu différent, si vous voulez, mais quand même, qui parle des années sombres, des années noires, et qu'il faut reconnaître. Il y a une introduction dans ce discours qui est d'ailleurs écrit déjà par Christine Albanel, et il y a une très belle introduction, en fait, et là, on s'aperçoit qu'on change un petit peu de registre et de schéma narratif, et là, je réponds à votre question, effectivement, c'est-à-dire que ce discours-là... Parce qu'il est très équilibré, ce discours, c'est ce qu'il est dit dans ce film. Oui, bah, c'est la thèse des deux France. Oui, il reconnaît la responsabilité de la France, mais parallèlement, il nous dit aussi dans ce discours, mais tous les Français, beaucoup de Français ont concouru à sauver les Juifs. C'est la thèse des deux France. Déjà en 86, elle est là, et déjà en 86, dans ce premier discours du Veldiv, il cite Klarsfeld, donc il y a une citation du livre de Vichy Auschwitz de Klarsfeld qui vient de paraître à ce moment-là en 85, justement dans cette idée que finalement, il y a une France collaboratrice, il y a une France effectivement qui a commis un crime irréparable, mais il y a une autre France, et donc c'est celle qu'il va appeler en 95 celle des justes. Bon, alors moi, pour ma part, ce qui à la fois, c'est un très beau discours, mais ce qui va effectivement entraîner un autre récit, peut-être aussi un peu problématique malgré tout, c'est-à-dire un récit qui polarise autour du sauvetage des Juifs par les justes et qui oublie que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs aussi, par leur stratégie propre, ont réussi à échapper à l'élimination justement et l'extermination. Il y a aussi cette dimension-là qui n'est pas présente dans le discours. Voilà. À propos de Annette Viorca, du rapport de la société française au régime de Vichy et à sa politique antisémite et de ce discours, en 2016, dans une interview au Monde, vous dites aujourd'hui les comptes sont apurés. Voilà, c'est la formule que vous utilisez. Et ils sont apurés sur un plan politique, c'est donc ce fameux discours. Sur un plan judiciaire, parce qu'arrivera tout de suite après le procès de Maurice Papon. Et sur un plan matériel, avec la mise en place de la fameuse commission Matteoli pour l'indemnisation des victimes de spoliation, à laquelle vous avez d'ailleurs amplement participé. C'est ça le processus après. Oui, alors ce qui est quand même très intéressant, c'est que ce n'est pas la France qui invente ce processus, il est inventé par l'Allemagne d'Adenauer. C'est-à-dire que dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, au tout début des années 50, en Allemagne se pose la question des réparations. Wiedergutmachungen, comme on dit, faire le bien à nouveau. Et le processus est déjà en place. C'est un discours d'Adenauer devant le Parlement allemand. Et c'est ensuite un traité qui va organiser la réparation matérielle, un traité très étrange, qui est le traité de Luxembourg, puisque c'est un traité entre trois pays qui n'existaient pas, la République fédérale d'Allemagne, l'État d'Israël et une grande organisation qui s'appelle la Claims Conference, qui regroupe toutes les grandes organisations juives de par le monde et qui va donner des indemnités. Et la Claims existe toujours et elle continue à donner des indemnités aux survivants et à donner de l'argent pour des œuvres mémorielles, des bourses. Donc on a déjà ce modèle. Et on peut dire que pour la France, il y a un petit décalage et que les procès Barbie, Touvier, Papon, ça apure les comptes du point de vue judiciaire. Il y avait eu des procès avant. Hein. D'un point de vue matériel, c'est effectivement la mission Matteoli. Dans le documentaire, Serge Klarsfeld évoque seulement la pension qui est donnée aux orphelins de la déportation. Mais le débouché de Matteoli,
c'est beaucoup plus que ça. C'est la création d'une grande fondation, la Fondation de la Shoah, qui a d'ailleurs financé le documentaire en partie. C'est la réouverture des indemnisations et c'est effectivement la pension. Et puis, voilà, donc on a les trois ordres. Effectivement, le symbolique, c'est le discours de Chirac. Le judiciaire, ce sont ces trois derniers procès, très différents les uns des autres. Et puis, ce qui est ouvert et qui court toujours, hein, puisqu'on continue à rechercher les œuvres d'art, et puis qu'il y a quand même cette fondation extrêmement importante. On va voir un deuxième extrait du film, si vous en êtes d'accord. Et là, nous approchons à la fin du documentaire que nous avons présenté. On va écouter à la fois Christine Taubira, François Hollande et Emmanuel Macron. Nous sommes là pour dire que la traite et l'esclavage furent et sont un crime contre l'humanité. La France apparaît comme la troisième puissance négrière européenne. Je reconnais les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis, des massacres de ceux restés en Algérie et des conditions d'accueil inhumaines des familles transférées dans les camps en France. La France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. Il s'agissait bien sûr de Christiane Taubira et non Christine, comme je l'ai dit il y a un instant. Alors on a entendu d'autres évolutions mémorielles, d'autres discours, notamment celui d'Emmanuel Macron à propos du Rwanda. Vous avez beaucoup travaillé sur cette question. Beaucoup ont dit d'ailleurs que vous aviez préparé le terrain d'Emmanuel Macron à travers les travaux que j'ai évoqués dans la présentation que j'ai faite de vous aujourd'hui, sur un plan historique justement, pour ce qu'allaient être les déclarations d'Emmanuel Macron à deux reprises, une première reprise en 2021, je crois, au Rwanda, et puis 3 ans plus tard, en 2024. Quelles étaient les conclusions de vos travaux, essentiellement, et que sont-elles devenues dans le discours du chef de l'État qu'était Emmanuel Macron ? Alors, je pense qu'effectivement, c'est très intéressant, je crois, de comparer les deux discours, celui de Jacques Chirac du 16 juillet 1995 et celui d'Emmanuel Macron, qu'on voit effectivement ici, au mémorial de Guy Sozy à Kigali, au Rwanda, du 27 mai 2021. Parce que déjà, on l'a bien entendu, hein, il y a effectivement la prise en compte des travaux historiques, hein, pour Jacques Chirac, comme pour Emmanuel Macron. Bon, il y a eu un certain nombre de recherches qui ont été faites sur l'engagement de la France au Rwanda auprès d'un régime qui prépare le génocide, hein, pour être très clair. Et puis, il y a eu effectivement donc, la volonté d'Emmanuel Macron d'avoir donc un rapport et donc des éléments de vérité historique. Voilà. Ouais. Et alors, votre rapport concluait, je fais très vite, hein, mais concluait ainsi les responsabilités lourdes et accablantes de la France concernant ce génocide des Tutsis. C'était la formule, hein, que tout le monde a retenue à la suite de vos travaux. Et dans la bouche d'Emmanuel Macron, en 2021, à Kigali, cela devient, lui reconnaît solennellement la responsabilité accablante de la France dans un engrenage qui a conduit au pire. Et 3 ans plus tard, cela devient, dans sa bouche, la France aurait pu arrêter les massacres au Rwanda en 1994, mais n'en a pas eu la volonté. Voilà. Je crois qu'on peut faire deux remarques importantes. La première, c'est que on est effectivement dans une réflexion critique, dans un examen de la responsabilité politique. Ça, c'est vraiment très important, que ça soit effectivement Jacques Chirac par rapport à Vichy et par rapport à ce que Vichy dit de la France, et Emmanuel Macron sur des responsabilités politiques, il le dit dans l'extrait, et donc ces responsabilités sont accablantes. Donc effectivement, d'abord, nous, effectivement, les membres de la commission, et Annette Vivorca a commencé à travailler avec nous, hein, je tiens à le préciser, eh bien c'est donc de constater qu'on est plutôt quand même satisfait qu'après la République font les acquis de la recherche à Kigali, dans un discours... ils ne portent pas tout à fait dans les mêmes termes. Alors justement, je vais y revenir. C'est là que la question du discours politique est intéressante. Justement, je vais y revenir dans un instant. Mais quand même, effectivement, reconnaître qu'il y a une volonté de Jacques Chirac comme d'Emmanuel Macron, en fait, voilà... d'attester de la vérité. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pardon, c'est pour ça qu'il n'y a pas de repentance au point de vue. C'est effectivement la vérité. C'est vrai qu'on sait bien que la vérité, malgré tout, elle grandit, même si elle est très difficile. La deuxième chose qui est très intéressante, et moi j'ai comparé les deux discours de manière très précise, c'est que effectivement, il y a deux actes extrêmement forts. Jacques Chirac, l'irréparable, la France a commis l'irréparable, et puis Emmanuel Macron, les responsabilités accablantes. Et à chaque fois, effectivement, il y a une volonté de nuancer, mais en fait, ce qui est important, c'est ce qui est dit. Et comment est-ce qu'il nuance ? Jacques Chirac dit, et vous vous souvenez, la France n'est nullement antisémite.
On sait qu'effectivement là, c'est une concession effectivement, qui ne tient pas, effectivement, qui ne résiste pas à la vérité historique, à la fois à l'époque et peut-être aujourd'hui. Et Emmanuel Macron dit, oui, la France a une responsabilité accablante dans un engrenage qui a mené au pire, et il ajoute, et on sait bien que ça, c'est une manière de faire passer, effectivement, ce qu'il vient de dire, dans un engrenage que la France a tout fait pour éviter. Ce qui est effectivement faux. Bon. Mais on voit bien effectivement comment est-ce qu'on construit, si vous voulez, ces discours de manière à ce que l'élément important, la responsabilité accablante, s'impose et qu'il puisse effectivement ensuite dire non mais on a effectivement nuancé comme Jacques Chirac ou comme Emmanuel Macron. Vous voyez. Donc là, il y a une organisation très subtile effectivement de ces discours historiques, mais avec un impact réel. Alors, on reconnaît des responsabilités, mais pas de pardon. Voilà. Et ce fameux mot repentance qui revient à la toute fin de ce documentaire, qui est apparu il n'y a pas si longtemps, en réalité, dans notre vocabulaire, dans le vocabulaire des responsables politiques. Mais il ne faudrait pas oublier qu'un responsable politique n'est pas un historien et que le discours politique veut avoir des effets. Et en ce qui concerne le Rwanda, il y a aussi des objectifs politiques qui étaient de réconcilier, en somme, la France avec le Rwanda. Donc on ne peut pas attendre d'un homme politique qu'il colle à la vérité historique, qui est le travail des historiens, parce qu'il a d'autres objectifs que celui d'établir la vérité. Votre avis je crois que tous ces discours ont des objectifs. Ouais. Et on le voit par rapport à la guerre d'Algérie, par rapport à l'Algérie, par exemple, qui est un sujet particulièrement chaud. Sébastien Ledoux, sur ce qui vient d'être dit, là. Oui, en fait, oui, tout à fait d'accord. En fait, vous avez, depuis les années 90, des politiques qui s'inspirent de travaux historiques. Donc, c'est finalement relativement récent et c'est vraiment un signe de démocratie aussi, quelque part, parce qu'on voit dans les régimes autoritaires que ce n'est pas du tout le cas, au contraire. Donc là, on est vraiment sur une amélioration, je dirais, un progrès, mais en même temps, la parole politique a différentes logiques qui ne correspondent pas à un travail scientifique. Alors, pour revenir sur la question de la repentance que vous posiez tout à l'heure, c'est très intéressant, parce que justement, c'est un terme qui a changé, en fait, de coloration et finalement de sens. La repentance, on a les évêques de France en 97 qui font un discours qu'ils appellent repentance, justement par rapport à la Shoah. Ils le font à Drancy. Ils le font à Drancy, c'est exactement ça. Ouais. Ils le font à Drancy. Et donc, c'est une reconnaissance, là aussi, d'une responsabilité de l'Église dans les crimes antisémites. Et à ce moment-là, ce mot de repentance est plutôt très positif. Il est connoté positivement. Dans les années 2000, il change de nature et il apparaît, alors en fait, vraiment de façon très significative en 2007, pendant l'élection présidentielle, porté par Nicolas Sarkozy, et là dans un sens tout à fait péjoratif, et là pour parler du colonial, pour parler de l'histoire coloniale. On est 2 ans après, je ne sais pas si vous vous rappelez, la fameuse loi du 23 février 2005 qui, dans un amendement justement, prescrivait qu'on apprenne aux enfants le rôle positif de la colonisation, de la présence coloniale. Je fais rapide, mais c'est à peu près ça. D'ailleurs, c'est un texte qui a été retiré par Jacques Chirac 1 an après, suite à une mobilisation. Et donc, on est sur un échiquier politique qui est en train de changer. On est beaucoup plus sur la question des mémoires coloniales, et on y est encore en 2025 d'ailleurs. Et là, en fait, on a vraiment une structuration du champ politique qui se polarise et qui se clive. C'est beaucoup plus clivant, et ce terme de repentance, il est amené effectivement par la droite et l'extrême droite pour cliver en fait l'électorat et pour contester, pour le coup, tout acte de reconnaissance de crimes liés à l'histoire coloniale. Vincent Duclercq, vous souhaitiez rajouter quelque chose oui, là sur le fait que si on rapproche effectivement les 2 discours mentionnés, donc Emmanuel Macron, Jacques Chirac, on a quand même là la volonté de marquer un moment qui est le moment de la vérité historique. Bien sûr, effectivement, qu'un président de la République n'est pas un historien, mais la force des 2 discours, c'est effectivement de s'établir sur cette vérité-là. Et en fait, la force ensuite, effectivement, de pouvoir donc établir ces faits historiques, même si les ne sont pas mentionnés. Nous, on n'est pas mentionnés en tant que rapporteur dans le discours d'Emmanuel Macron. Mais effectivement, il y a quand même des phrases extrêmement claires. C'est justement de sortir du piège de la repentance, de dire que le pardon, l'abaissement de la France qui, effectivement, serait à même de reconnaître donc ces pages sombres,
et font surmonter par effectivement la force et la dignité de dire à un moment donné cette vérité qui n'est pas une vérité politique, c'est une vérité historique. Donc là, je crois que, en fait, ce qui distingue finalement ces grands discours historiques de tous les discours que les présidents de la République font sur le passé, la mémoire, l'histoire, c'est effectivement là, quand même, il y a un certain courage de dire, bon ben voilà, on a effectivement ces travaux d'historiens et effectivement, on établit ce qui s'est passé et de manière très nette. J'ai vu que vous disiez souvent que finalement, les propos tenus par le chef de l'État, vos travaux d'une part, et par la suite les propos tenus par Emmanuel Macron à propos de ce génocide rwandais, mettaient un terme à un déni qui aurait été orchestré par François Mitterrand et ceux qui dirigeaient la France à l'époque de ce génocide. Et d'ailleurs, vos travaux vous ont valu une volée de bois vert du côté des Mitterrandiens. Là, ce n'était pas la droite et l'extrême droite qui vous reprochaient d'avoir mis un terme à une forme de déni, pour reprendre ce terme que vous avez utilisé. Oui, et c'est là où on voit aussi, je trouve que... Parce que c'est vrai que ce qui est intéressant avec votre documentaire et le débat, c'est qu'on peut réfléchir à qu'est-ce qui fait un grand discours historique d'un chef d'État. C'est aussi le courage et la prise de risque face à sa famille politique. C'est-à-dire que Jacques Chirac, on le voit dans le documentaire, Philippe Seguin est très mécontent effectivement du discours de Jacques Chirac. D'ailleurs, contrairement à ce qui est dit dans le documentaire, immédiatement, il y a Marie-France Garot et Philippe Seguin qui ne sont pas d'accord, et Philippe Seguin est une personne tout à fait respectable, qui n'a pas connu son père, qui est mort pendant la Résistance. Enfin, c'est pas l'extrême droite, quoi. Emmanuel Macron, il vient de la gauche, au moment où il lance effectivement quand même cette volonté, aussi, comme l'a bien rappelé Anna Viorca, voilà, de faire en sorte que on sorte effectivement de l'extrême tension entre la France et le Rwanda. Et donc là, il rompt avec une grande partie de la gauche qui ne voulait pas effectivement, qui était dans le déni, dont notamment le numéro de l'Élysée, qui à l'époque de François Mitterrand, qui s'appelait Hubert Védrine. Alors, il y a un passé qui ne passe pas aujourd'hui en France, et notamment vis-à-vis des jeunes générations. C'est la colonisation, vous l'avez évoqué, et la décolonisation. Alors on pense immédiatement à la guerre d'Algérie, mais il n'y a pas que cette séquence de la guerre d'Algérie, séquence de décolonisation. Pourquoi ce passé ne passe toujours pas en France, malgré les travaux d'un de vos confrères, par exemple Benjamin Stora, à qui Emmanuel Macron, le chef de l'État, a confié un rapport aussi, pour mettre en place un travail mémoriel entre les deux pays. Pourquoi ce passé ne passe pas? Parce qu'on n'a pas eu le droit encore à un discours marqueur, comme ça a été le cas de celui de Jacques Chirac à propos moi, ce qui me frappe, je ne suis pas du tout spécialiste de la guerre d'Algérie, ni de l'histoire de l'Algérie. J'aurais voulu avoir votre point de vue ce qui me frappe aussi, évidemment, vous aurez la parole. Tous les efforts de vérité historique doivent être faits par la France, l'ouverture des archives, ce qui est très largement le cas, et que du côté algérien, on demande rien. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux Algériens d'ouvrir leurs archives et de permettre d'écrire des deux côtés. La mission de Benjamin, il y a une mission où normalement ce sont les deux côtés qui travaillent. Et la gêne, elle fait que, par exemple, aujourd'hui, un homme, un écrivain qui s'appelle Boualem Sansal est prisonnier en Algérie simplement pour des écrits littéraires, c'est pas un militant, c'est pas... et que on fait la fine bouche en disant peut-être, alors qu'on a tout simplement un homme âgé, prisonnier d'un régime qui est un régime dictatorial et autoritaire. Donc le problème, c'est qu'on demande que l'effort soit fait par les démocraties, et c'est très bien. Et les travaux de Benjamin Stora sont fondamentaux, mais que pour faire la lumière, il faudrait peut-être qu'il y ait les deux. Alors là, il y a une mission dont on ne parle pas, qui est très intéressante, qui est une mission sur la question de la dette à Haïti. Ça, c'est très intéressant, parce que on a le même mécanisme qui est de faire l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé avec cette dette et de réfléchir à comment on pourrait réparer l'histoire. À propos de la colonisation, de la décolonisation concernant l'Algérie, le 15 février 2017, Emmanuel Macron n'était pas encore président de la République, il était simplement candidat à la présidence de la République. Il va à Alger, tient ses propos sur une télévision algérienne. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant nos excuses à l'égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes. Ces propos, jamais il ne va les réitérer une fois élus.
Non, C'est effectivement. aussi sensible que ça, cette question de la colonisation aujourd'hui, en 2025 en France, ce passé qui ne passe pas, notamment avec l'Algérie. Bon, c'est un sujet sensible, effectivement. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 3 journées de commémoration. Ce n'est pas comme s'il n'y avait rien eu. Les politiques mémorielles sont là depuis maintenant 25 ans. D'ailleurs, c'est Jacques Chirac qui a commencé par des décrets à instaurer des 2 journées de commémoration, une liée aux harkis. Et puis, il y en a une 3e, c'est le 19 mars depuis 2012. C'était là le Parlement qui a voté une loi pour instaurer cette journée de commémoration. Après, ce qui est intéressant justement dans votre exemple, là, vous citez un Emmanuel Macron candidat qui est en campagne, c'est de voir aussi que pour le politique, la mémoire, c'est un répertoire qui est utilisé alors qu'ils sont au gouvernement ou en tout cas en exercice du pouvoir, mais aussi quand ils veulent obtenir le pouvoir. C'est aussi ça qui montre que la mémoire est omniprésente dans notre société. C'est-à-dire, on va mobiliser différentes mémoires. Par exemple, Emmanuel Macron, dès 2016, fin 2016, dit « Bon voilà, moi je vais faire un travail sur la guerre d'Algérie et en gros je vais régler le problème ». Ce qui est très intéressant, c'est que, là on a cité évidemment le discours de Chirac qui est plutôt un discours très réussi. On pourrait citer un contre-exemple avec Emmanuel Macron, c'est la reconnaissance de Maurice Audin. En fait, Emmanuel Macron a préparé ça avec des historiens, justement, cette reconnaissance-là, et vraiment avec son conseiller politique du moment, et avec des historiennes et historiens qui ont vraiment travaillé sur ce sujet. Et il fait une reconnaissance à la veuve Josette Audin, et lui, il espère vraiment que ça marque. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, il dit, en gros, j'espère faire aussi bien que Jacques Chirac en 95. Et d'ailleurs, il ira voir personnellement sa veuve. Et voilà, exactement. En fait, ça marche. Il y a des images, ça marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut avoir une intention politique. Alors c'est pas un discours, évidemment, comme l'était celui de Jacques Chirac, mais enfin, il y avait une intention politique, quelque part, de fermer et de clore cette question algérienne, cette question de la mémoire algérienne. Et là, il se rend compte, effectivement, que ça ne marche pas comme il aurait voulu. Et il repart avec le rapport Stora. Donc, et on en est là, parce que c'est très compliqué, parce qu'effectivement, ça mêle aussi l'Algérie. Et donc, il n'est pas non plus tout seul. Il n'y a pas que l'État français qui est concerné par ça. Audin, ça a quand même été une grande histoire. François Hollande avait déjà ouvert les archives dans lesquelles on ne trouve rien. Parce qu'il y a aussi parfois une vérité historique pointue qu'on ne peut pas établir. La question de Maurice Audin, grosso modo, on connaît la vérité, on n'a pas retrouvé le corps, on n'a jamais pu établir, je crois, les circonstances tout à fait précises. Donc il y a aussi quelquefois des échecs des historiens. Mais François Hollande avait déjà fait un geste à l'égard de la famille Audin. Il n'avait pas été jusqu'au bout, et ça avait été reproché par des historiens de la guerre d'Algérie. Maintenant, il faut bien voir aussi que toutes ces choses-là, c'est entremêlé dans les luttes politiques. Ouais. Vincent Duclercq, vraiment en 15 secondes, si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, d'abord déjà à dire que moi je pense que c'est bien que la France donne l'exemple aussi, même si effectivement l'Algérie ne joue absolument pas le jeu, que la France donne l'exemple sur ce travail à la fois mémoriel et historique, parce que en fait sur l'Algérie il y a un problème, je crois qu'il faut rappeler, c'est que, et même si effectivement j'ai beaucoup d'admiration pour le travail de Benjamin Stora, le rapport qui a été remis au président de la République, c'est un rapport mémoriel. Or, moi je ne vois pas comment est-ce qu'on peut résoudre une crise mémorielle avec plus de mémoriel. Et effectivement l'intérêt que de mettre les historiens travailler sur des faits historiques et ensuite effectivement avoir une base pour peut-être avancer de manière plus concrète. Ben, ce sera le mot de la fin. On aurait voulu passer bien plus de temps avec vous trois pour parler de cette question aujourd'hui, après ce documentaire, ce fameux discours du Veldiv de Jacques Chirac. C'était le 16 juillet 1995, il y a 30 ans. Vos réactions, ça sera sur #DébatDoc, bien entendu. Merci à Félicité Gavalda, Yasmine Benaïssa, qui, comme à l'accoutumée, m'ont aidé à présenter cette émission. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain DébatDoc. Ça sera, bien sûr, avec son documentaire et son débat. À très bientôt.